Ok, alors, dernière chose que je voulais voir avec vous. Quand on a parlé au début de cette transformation, on a un corps, on lui apporte de la chaleur, ça augmente sa température. Maintenant, on va refaire l'expérience de la bouilloire, on va la poursuivre un petit peu plus. Donc j'ai besoin d'un volontaire. Alors, je te confie le thermomètre. On l'allume, je tonque, et je te le confie au bout d'une pince pour éviter de te brûler. Alors, l'autre main. Voilà. Et donc ça, tu le mets, alors tu mets pas, toc, 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 voilà. Donc pour mesurer avec un thermomètre, on met les deux corps en contact thermique l'un avec l'autre. Alors tu mets l'extrémité du thermomètre, celle qui est sensible, en contact thermique avec l'eau de la bouilloire. C'est-à-dire que tu y vas carrément, hein, tu plonges dedans, voilà. Et ensuite, toi, tu es les yeux de tes camarades, donc tu énonces la température affichée. 75,7. Ok, très bien. Donc maintenant, je vais faire ce qui est là. Je vais apporter de l'énergie sous forme de chaleur à ce corps qui est l'eau. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? La température va augmenter. Bah, il vaut mieux parce que c'est une bouilloire et donc le but, c'est quand même de faire du thé. Donc, la température augmente. Donc, tant qu'on apporte de l'énergie sous forme de chaleur, la température augmente. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si je détaille, il y a le courant qui arrive dans le fil, un courant électrique qui passe dans une résistance chauffante. Après, je sais d'après vos petits camarades qui me l'ont dit que vous avez appris ce que c'était que l'effet Joule. Hein? On fait passer du courant dans une résistance, ça chauffe. C'est comme ça que marchent les radiateurs électriques. D'accord? C'est ce qui fait que quand on fait passer du courant dans une résistance, ça chauffe. Donc là, c'est comme ça qu'on communique de la chaleur au liquide. Alors, quelle est la température? 99,5. Là, c'est à 100. 100. Donc là, au fur et à mesure qu'on apporte de l'énergie, la température augmente. Donc là, on arrive à 102,2 à peu près. Donc, tu constates que ça bout, d'accord? Donc 102,6, 102,7, 102,6, 102,7, 102,6, 102,6. Pourquoi? Attends, qu'est-ce qui se passe? Attends, j'appuie là. Hein? Oui, j'appuie. 102,6. Pourquoi ça doit être à combien? Je sais pas, mais tout à l'heure, on chauffe et ça augmente la température. Et là, ça augmente encore ou pas là? Non, mais là, ça augmente plus. La limite du thermomètre? Non. Ça s'est transformé en gaz, ouais. Donc là, on est en train d'assister à un phénomène, ça bout, l'ébullition. Et pendant l'ébullition, là, je continue à apporter de la chaleur. Hein. Je garde le doigt sur le bouton. Donc, il y a quand même de la chaleur qui est apportée. Et pourtant, la température n'augmente plus. Donc, ce que j'ai écrit là, ça devient plus vrai. Et maintenant, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ouais, je connais ça. C'est bien. Donc, ça veut dire que la chaleur qu'on apporte, il faut bien qu'elle soit passée quelque part. Elle ne sert plus à augmenter la température de l'eau. Donc, à quoi sert-elle, cette chaleur? À transformer le liquide en gaz. Elle sert à ça. Et ça s'appelle la chaleur latente de vaporisation. Donc c'est, oui, tu peux y aller, c'est bon, on a vu que... Alors c'est après, si on reste là pendant encore longtemps, il va se passer autre chose. Donc maintenant, quand on continuait à chauffer, la température n'augmentait plus parce que toute l'énergie qui était apportée à nouveau, elle servait à transformer le liquide en gaz. Donc à chaque fois qu'on doit faire passer une quantité de liquide à l'état gazeux, il faut payer de l'énergie, ça coûte de l'énergie et ça coûte cette chaleur latente de vaporisation. Je peux vous montrer une autre illustration de ce phénomène qui est d'ailleurs très utile dans la vie quotidienne, de transformer du liquide en gaz pour payer... Non, c'est pas les pâtes ce coup-ci. Pour payer la chaleur latente et donc apporter de l'énergie, on s'en sert à chaque fois, surtout l'été. Quand il fait très chaud l'été, vous avez envie d'aller où? À la plage. Ouais, à la plage ou à la piscine, d'accord? Et vous faites quoi?
Vous allez nager. Très bien. Vous avez bien raison. Et après, quand vous sortez de l'eau, qu'est-ce que vous avez comme sensation? Il fait froid d'un coup, il fait froid d'un coup. Pourquoi il fait froid d'un coup? Alors, il faisait chaud tout à l'heure, hein. Parce qu'il y a de l'air. Et sur votre peau, il y a quoi? Il y a de l'eau. Non, elle n'est pas à 0 degré. Waouh! Tu te baignes dans l'eau à 0 degré, chapeau. Puis l'été, en plus, il faut la trouver, hein. Non, l'eau, elle est bien, elle est à 25, c'est trop cool. La piscine, elle est chauffée par le soleil, donc il n'y a pas de problème. Tu avais chaud dehors, il faisait 35. Tu vas dans l'eau pour te rafraîchir, bon, ça va, t'es bien. Et tu sors, au lieu d'avoir chaud, tu as froid d'un seul coup. Parce que tu es mouillé, parce qu'il y a de l'air. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Une interaction entre... Ouais, quel genre de choses se passe? Qu'est-ce qu'on vient de parler de quoi là? Il y a un rapport avec ce que je viens de dire. Ouais, de la chaleur latente. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec l'eau qui est sur votre corps? Il lui arrive quoi? Non, il lui arrive quoi? Elle se transforme en gaz. Oui, elle se transforme en gaz. Et donc, comme elle passe de l'état liquide à l'état gazeux, il faut qu'elle donne de l'énergie pour que ça se produise, cette chaleur latente de vaporisation. Et où est-ce qu'elle la trouve, cette énergie? Sur notre corps. Donc ça nous rafraîchit. C'est pour ça qu'on sue, en fait. On sue pour pouvoir transformer de l'eau liquide en eau gazeuse, enfin en vapeur, et pour pouvoir nous rafraîchir en cédant la chaleur latente de vaporisation. Et c'est beaucoup plus efficace de se rafraîchir comme ça que de boire une boisson fraîche. Et c'est pour ça que les gens qui habitent vraiment dans les pays chauds, et notamment dans le désert, pour se rafraîchir, qu'est-ce qu'ils font? Ils boivent du thé très chaud. Ils boivent du thé très chaud parce que comme ça, ils suent et ça les rafraîchit. Alors, on va faire cette expérience avec pas de l'eau, mais de l'éthanol. Ouais, c'est de l'alcool, c'est juste parce que ça s'évapore à une température plus faible que l'eau. Donc, je reprends... mon petit thermomètre, là, il est à 22 parce qu'il a mis un petit peu de temps à se rafraîchir. Donc, je mesure la température dans le gobelet d'éthanol, là. Donc, la température, c'est 21 degrés, d'accord? Donc, j'ai de l'éthanol à 21 degrés. Et quand je vais le sortir de l'eau, c'est comme vous qui sortez de la piscine, d'accord? Donc, comme il sort de la piscine, là, le thermomètre, les petites gouttes d'éthanol qui sont sur lui vont s'évaporer. Et donc, puisqu'elles vont s'évaporer, il va falloir payer la chaleur latente de vaporisation. Et où est-ce que le thermomètre va la trouver? Sur lui-même. Autrement dit, si ensuite je le sors et je secoue un petit peu pour l'aérer, pour faire s'évaporer l'éthanol, qu'est-ce qui se passe avec la température? Là, je ne sais pas si vous voyez, elle baisse. Elle baisse carrément pas mal, hein. On en est à 11 degrés. Voilà, donc là, ce n'est pas dans la pièce qu'il fait 11 degrés, hein. C'est juste parce que l'éthanol s'évapore, 10 degrés, l'éthanol s'évapore et du coup, ça fait baisser énormément la température et ça rafraîchit le thermomètre. 9 degrés au bout du truc qui était à 21 degrés, d'accord? Donc ça, c'est vraiment une illustration qu'il faut apporter de l'énergie au liquide pour qu'il passe à l'état gazeux. Je ne sais pas si j'ai encore la place pour mes ballons, mais je pense que j'ai encore la place. Est-ce que vous savez ce qui est arrivé à ces petits ballons? Oui. Ils se sont dégonflés, pourquoi? Ouais, le froid, il a fait rétrécir le volume. Comment ça s'appelle quand c'est ce phénomène physique où le volume change en fonction de la température? La dilatation. Voilà, c'est la dilatation, mais dans l'autre sens. Hein, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure avec le thermomètre. Alors, donc, quelqu'un l'a dit, ce qu'il y avait à l'intérieur de ce dewar. Hein, un dewar, c'est-à-dire c'est la même chose que ça, mais en plus gros. C'est la même chose que cet objet-là. Ça empêche le liquide très très froid qui est à l'intérieur d'avoir des échanges thermiques avec l'extérieur et donc de se réchauffer et donc de passer à l'état gazeux. À l'intérieur de cette boîte, il y a un liquide, de l'azote liquide, qui est donc à une température très très basse. À quelle température? Vous avez une idée? Moins 15. Moins 40. Qui dit mieux? Ah, qui a dit moins 300? Réfléchis. Tu peux pas parce que la limite c'est ça. Ah oui, c'est 0. Tu peux pas parce que la limite c'est ça. Donc moins 300 tu peux pas. Si quelqu'un te dit il fait moins 300 quelque part, c'est forcément faux. Moins 200 c'est presque juste. C'est presque juste. Moins 196 degrés. Et donc en Kelvin c'est 77 Kelvin. Donc l'azote liquide c'est 77 Kelvin ou bien moins 196 degrés Celsius.
Et du coup, l'air qui est dans les ballons, c'est de l'azote avec un peu d'oxygène. L'oxygène, il devient liquide à moins 188 degrés. Oui, oui. Ça veut dire que là, l'azote qui est dans les ballons, il est comment? Il est liquide. Et l'oxygène qui est dans les ballons, il est liquide aussi. Parce qu'on est plus bas que la température où il devient liquide. Donc, l'azote est liquide, l'oxygène est liquide dans les ballons. Donc, à l'intérieur des ballons, il n'y a pas du gaz. Il y a juste une petite goutte d'oxygène et d'azote. Et du coup, évidemment, ça ne prend pas de place. D'ailleurs, on va les sortir et vous allez voir qu'ils ne prennent pas de place. Oui. Alors, je te dirai après. On va d'abord regarder les ballons. Donc ça, c'est ceux du dessus. Ils n'étaient pas vraiment au fond, donc ils ne sont pas complètement dégonflés. Et après, ils regonflent. Et pourquoi ils regonflent? La température, comme la température ici, elle est 20 degrés Celsius, bah forcément, ils regonflent parce que d'un seul coup, l'azote repasse en phase gazeuse et en plus, il y a la dilatation. Donc vous voyez quelque chose d'abord très rapide, c'est l'azote qui repasse en phase gazeuse. Regardez, c'est tout à fait plat. Et ensuite, l'azote repasse en phase gazeuse, ça commence à se gonfler. Et ensuite, petit à petit, ça va reprendre son volume initial. Ça peut se casser. Si on tape sur le ballon? Non, là, c'est pas, parce que c'est très très fin. Mais oui, un objet un petit peu plus gros, par exemple, j'ai un collègue qui fait une démonstration avec des gants de vaisselle, par exemple. On peut mettre le gant de vaisselle et ensuite on le sort et on fait tac contre la table et il se casse en deux net parce qu'il est tout dur. Donc là, il y a plein de ballons là-dedans, mais on peut en mettre beaucoup plus que ce que j'en ai mis parce qu'ils deviennent absolument plats. Alors, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui se passe quand on met la main? Alors, la réponse est ça dépend combien de temps tu mets la main. Si tu mets la main et que tu l'enlèves tout de suite, il ne se passe pas grand-chose, à part une sensation de frais. Parce que quand tu mets la main, ta main elle est très chaude par rapport à l'azote. Et donc tout de suite, dès qu'il y a un contact, l'azote liquide se vaporise. Et donc en fait, tu mets la main dans de l'azote gazeux, assez froid mais gazeux. Donc il y a une espèce de petite couche limite qui se forme autour de ta main avec de l'azote gazeux qui protège ta main de l'azote liquide très froid. Par contre, si tu la laisses, là pour le coup, ça va se thermaliser, c'est-à-dire que la température va s'équilibrer avec celle de l'azote, et là ta main elle va geler, et quand tu retireras les doigts, tu feras tac et tu n'auras plus de doigts. C'est bête. Donc il faut éviter. On laisse le temps et on laisse le temps après de faire ça. Mais non, ce sera nécrosé. Alors pourquoi c'est nécrosé? C'est-à-dire, nécrosé, ça veut dire que les cellules de la peau sont mortes. Est-ce que vous savez dans quelles circonstances on utilise aussi l'azote liquide? Est-ce que vous avez déjà entendu? Dans la cuisine, l'azote liquide? Oui, pour faire de la glace, mais c'est quand même un peu marginal. Je ne regarde pas Top Chef, mais j'ai déjà utilisé personnellement de l'azote liquide pour faire des glaces à partir de fruits frais, parce que quand on travaille dans un labo, on s'amuse un peu. Mais c'est pas ça que je voulais dire, parce que ça, c'est quand même un peu marginal. Mais dans la vie vraiment quotidienne en médecine. Un corps, ouais, t'as dit, ou bien quoi, comment ça s'appelle aussi les trucs qu'on peut avoir? Les verrues. Hein? Les dermatologues. Les dermatologues, ils vous soignent en, entre guillemets, on dit brûler la verrue, mais en fait c'est pas brûler, c'est le contraire. Ils mettent dessus de l'azote liquide pour nécroser les cellules abîmées, donc c'est-à-dire les tuer. Et l'effet sur la peau, ça ressemble à ce qui vous arrive quand on vous brûle aussi. C'est pour ça qu'on dit brûler, mais en réalité, c'est pas brûler. Au contraire, on met ce petit morceau de peau à la température de l'azote liquide, on tamponne avec de l'azote liquide, et c'est extrêmement froid et ça tue la peau. Donc c'est ce qui arriverait à ta main, même si tu la ressors lentement et que tu ne donnes pas un petit coup. En fait, toutes les cellules du bout du doigt seraient mortes. Donc ta main, elle serait fichue aussi. D'ailleurs, même sans aller jusque-là, quand il y a des gens qui sont perdus en montagne et qui restent longtemps dans le froid, il peut arriver qu'ils perdent des doigts ou qu'ils perdent des orteils parce que le sang ne circule plus assez et à ce moment-là, le bout se nécrose. Bon, on va arrêter ici. Je vous remercie beaucoup de votre participation et de votre attention. Merci.